Canal 2 International, votre télévision, vous présente Canal Presse. L'actualité à travers le regard de vos différents quotidiens. Mesdames et messieurs, bonjour. La présidentielle du 7 octobre 2018 au menu de cette édition de votre magazine d'analyse et de commentaires de l'actualité de la semaine. Nous sommes en direct de Douala et Ghislain Pierre Essonneau vous déroule le menu de votre programme. A tout de suite. 28, tel est donc le nombre de candidats à la candidature pour l'élection présidentielle de 2018. Beaucoup moins qu'en 2011 où il y avait alors une quarantaine. Pour mieux s'entendre, il y aura eu deux limites imposées par la loi électorale. Le cautionnement qui est passé de 5 à 30 millions de francs CFA d'une part, et d'autre part, la condition que seuls les partis politiques ayant au moins d'élus soient à même d'investir les candidats à la magistrature suprême, soit. De cette trentaine de candidats, se dégagent 3 blocs manifestes, avec un point commun, à savoir que les candidats sont tous ou presque des personnalités relativement connues de la scène politique. Il y a pour cela les habitués du jeu et de la compétition. Paul Biya, 85 ans et 33 ans de vie présidentielle, forme un bloc avec Bello Bouma Megari de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. La liste de la vieille garde s'allonge avec Moustapha de l'ADD ou Adamou Damjoya de l'Union démocratique du Cameroun UDC. Mais il faut noter les anciens nouveaux comme Maurice Kamto, Akeremouna, qui connaissent un système qu'ils ont affectionné hier. En attendant l'arbitrage d'Elections Cameroun, prenons avec nous le cas de ceux qui arrivent comme néophytes. En premier, Cabral Libi de l'Univers, 38 ans, qui constitue l'une des grandes attractions à ce stade de la compétition. Au rang des partis politiques, les routiniers sont en place aux côtés des partis politiques comme l'Univers. Il faut aussi noter l'innovation de cette année, à savoir les 4 candidats à la candidature indépendante, dont il faudra affirmer l'existence seulement 60 jours avant le 7 octobre prochain. Merci Ghislain Pierre Essonneau pour la présentation donc des deux sujets en débat ce dimanche. Nos invités sont déjà ici avec nous, certains de nos invités. Le plateau sera sûrement tout à fait complet dans les minutes qui viennent. Je commence par Dr Louison Essamba. Bonjour, vous êtes spécialiste en droit public. Merci d'être avec nous aujourd'hui, ce dimanche. C'est un plaisir, Carole, de m'avoir convié à cet autre sujet. Nous allons certainement nous intéresser sur des questions qui ont marqué la semaine. Et c'est un plaisir d'être là. Je salue les téléspectateurs, je salue les autres copanélistes avec nous sur ce plateau. Et l'un des sujets qui a marqué la semaine, c'est le clap de fin de la 22e édition des écrans noirs, avec un bon retour certes sur les écrans des films camerounais, mais avec des salles toujours aussi vides. Quel est le problème finalement? Que faire? Les politiques publiques relatives à la cinématographie, on va le dire comme ça, se posent avec acuité au Cameroun. C'est vrai, quand nous regardons aujourd'hui le ministère en charge de ces questions culturelles, on se rend compte que les problèmes liés à la répartition justement des droits d'auteur, ainsi que les problèmes des salles de cinéma se posent avec acuité. Mais je pense pour ma part que depuis l'arrivée quand même du ministre Narcisse Moïse Lekombi à la tête de ce département, on sent une émulation du côté justement de la cinématographie avec bon nombre de cinémas camerounais. On a vu, ça nous a permis de découvrir beaucoup de jeunes cinéastes qui ont du talent au bout de la caméra. Donc, relevons tout simplement que la question de l'art au Cameroun se pose clairement et avec acuité. J'espère que au fil du temps, les pouvoirs publics prendront toutes les dispositions nécessaires pour que les cinéastes retournent vers les salles de cinéma. Merci à vous Thierry Diffen d'être là également. Vous êtes secrétaire national du CPP, chargé des affaires juridiques et électorales. Vous, ça va? Ça va, merci Carole pour l'invitation. Mon parti par ma voix vous remercie d'avoir bien voulu nous associer à votre réflexion. Et nous disons bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Vous n'avez pas été molesté vendredi dernier? Heureusement, non, mais ce blocus, le blocus auquel vous faites allusion du siège du CPP vendredi dernier, a illustré, s'il en était encore besoin, le type de régime dans lequel nous évoluons. Nous sommes évidemment dans un régime militaro-policier. Nous sommes réveillés vendredi matin à 6 h
Arrivé à nos bureaux, normalement, comme tous les jours, nous avons trouvé une escouade de policiers et de gendarmerie et de gendarmes. Nous ne comprenions pas très bien pourquoi ils étaient là. Et voilà, nous avons été interdits d'accès. D'autres ont escaladé le portail de notre siège pour tambouriner à la porte, espérant pouvoir interpeller des gens à l'intérieur. Nous étions pas très surpris parce que nous savons à quel type de régime nous avons affaire. Et ça ne nous a pas empêché de continuer à nous mobiliser, à nous déployer pour effectivement continuer à travailler pour l'avènement d'une transition politique au Cameroun. Et vous êtes d'ailleurs sur ce plateau ce dimanche. Merci à vous également, Alex Gustave Azebazé, d'être avec nous ce dimanche sur ce plateau. Je vous présente plus journaliste depuis une bonne vingtaine d'années. Et les questions africaines vous intéressent, notamment cette semaine, cette question de réconciliation en cours entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Mais je vous dis d'abord merci de m'avoir invité. Ce n'était pas évident que je sois sur votre plateau ce midi. Vous savez très bien quel était mon programme du week-end. J'ai dû courir un peu pour partir de... Merci de le faire pour nos téléspectateurs. Pour partir de mon village où je me fais souvent le plaisir, à la fois pour les responsabilités que vous connaissez, mais aussi pour la simple existence socio-communautaire d'être en déplacement le week-end. Cela dit, tout cela participe à former l'Africain que je suis et vous l'avez dit en introduction, les questions africaines sont de celles qui pour nous représentent aujourd'hui un intérêt essentiel. La réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, bon, c'est quoi? C'est le retrouvailles entre deux peuples qui n'auraient jamais dû se séparer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en raison de la difficulté de l'un des pays suffisamment puissant, une puissance relative, l'Éthiopie de reconnaître en son sein l'identité du peuple qui aujourd'hui est internationalement reconnu comme étant la République d'Éthiopie, à tout le moins au niveau régional africain, se sont mis en guerre et sont séparés. Depuis un changement qui pour l'instant reste encore interne au régime éthiopien. Le régime qui a pris le pouvoir qui est arrivé au pouvoir depuis 1991, le régime à l'époque, le régime qui a renversé le dictateur Mengistu Haile Mengistu Mariam, celui qui est exilé au Zimbabwe depuis cette époque-là. On a remarqué, c'est ça qui me semble essentiel, que même des ajournements internes à des systèmes où il y a une vision des cadets sociaux ou des cadets politiques peut amener un renouvellement de la perception psychologique des rapports à l'intérieur d'un giron. Le chef du gouvernement actuel d'Éthiopie qui est en place à la tête du gouvernement depuis un peu moins de 6 mois, n'est pas un étranger au système. S'il était l'ancien chef des services de renseignement et de sécurité, il n'y a pas de mécanisme de gestion interne. Il appartient, et c'est important de le dire, à un groupe sociologique, j'aime pas trop parler de tribu, un groupe sociologique important, majoritaire dans la société éthiopienne, mais qui avait souvent été exclu de la gestion du pouvoir, à tout le moins, de la gestion à un très haut niveau, la minorité tigréenne contrôlant l'essentiel du pouvoir sous les deux présidents qui ont le précédé. Et depuis qu'il est arrivé à la tête de l'État, on sent une assurance de quelqu'un qui n'a rien à redouter de reconstruire ou de reconstituer des relations normales avec des frères avec lesquels on n'aurait jamais dû se séparer. Exactement. Ça, c'est un exemple qui, de mon point de vue, devrait inspirer ceux des pays où on a l'impression que comment je le dis, les conflits liés aux identités doivent être réglés uniquement par la force. On doit pouvoir trouver des mécanismes pour créer des sortes de modus vivendi d'abord et trouver des mécanismes ensuite pour éviter des crises internes qui, dans un contexte où nos pays ont des ressources insuffisantes, ont des ressources limitées
entre autres par la qualité de gouvernance qui est la nôtre, mais aussi limité par le jeu géopolitique international. Nous devons mobiliser l'essentiel de nos ressources pour permettre à ce que nos peuples qui sont assez jeunes puissent participer à la compétition auquel se livrent les pays dans le monde aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, pour être tout à fait complet sur l'actualité de la semaine, et en attendant que Maître Jean de Dieu Momo, avocat au barreau du Cameroun et président des Patriotes, nous rejoigne sur ce plateau, je vous convie à regarder la revue de presse de Canal Presse. À tout de suite. Bonjour. L'opposition n'a pas nécessairement besoin d'une coalition pour gagner l'élection présidentielle. Ainsi a parlé Joshua aussi. Chaque candidat est allé déposer son dossier à Elections Cameroun. Le rêve d'une candidature unique s'éloigne. Titre mutation. C'est ce que le Point Hebdo appelle les dégâts d'une opposition désinvolte, incapable de proposer aux Camerounais une alternative digne et salutaire. Les opposants marchent sur leurs orteils. Le président de l'Assemblée nationale multiplie les provocations. Kavayege Dibril tacle Paul Biya en brûlant les emblèmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Maroua, un acte antipatriotique pour Essingan. Le grand favori a finalement dit oui via un tweet. Message de Paul Biya repris à la une de Hot News. C'est la réponse à l'appel du peuple. Le choix du président de la République vient griller les cartes de ces dauphins qui espéraient prendre la relève. C'est la colère et la déception car tous âgés de plus de 70 ans, ils n'auront plus jamais l'occasion d'être chef de l'État, selon le quotidien Émergence. Calculatrice en main, la primeur de l'Info Plus fait savoir qu'il faut attendre 7 ans, soit 2569 jours à compter du 7 octobre, pour espérer une succession à la tête de la magistrature suprême. L'assurance tout risque pour le Cameroun, c'est donc Paul Biya. D'après Climat Social, il réunit tous les atouts pour rempiler, bien qu'ayant déjà fait 36 ans, à la tête de la magistrature suprême. Il devrait pour ce faire compter sur un entourage fidèle et actif. Génération Libre publie la liste des Camerounais de tous bords qui ont la carrure nécessaire pour faire gagner l'élection du 7 octobre 2018. Diapason lui s'interroge, 7 ans de plus, pourquoi faire? Il faut apaiser les tensions sociopolitiques actuelles et consolider le vivre ensemble. Son nouveau mandat ne sera donc pas de tout repos. C'est aux militants de jouer leur rôle, appelle l'action. Le chef a dit oui et tout ce qui reste à faire, c'est de prendre les dispositions qui s'imposent pour lui assurer une victoire éclatante. Robert Bapolipote, sans être militant du Parti des Flammes, votera pour Paul Biya au nom de l'alliance UPC-RDPC. Le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun a mis en garde tous les imposteurs. Son point de presse de mise au point a été particulièrement suivi par le tri-hebdomadaire Le Soir. L'élection présidentielle se prépare alors que les exécutions sommaires se poursuivent à l'extrême nord du Cameroun. Les États-Unis et l'Union européenne demandent des sanctions fermes. Ces atteintes aux droits de l'homme sont insupportables. Information relayée par le quotidien Émergence. L'ordre de Malte réitère son soutien indéfectible au Cameroun. Le grand maître, Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, vient de séjourner au pays où il a échangé avec le président de la République, Paul Biya. Et Cameroun Tribune de titrer Cameroun, ordre souverain de Malte, une coopération vivante. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, par contre, ne veut plus de coopération avec le comité de normalisation. Le ministre Bidoumpat vient de sommer le président Api de s'arrimer à la nouvelle loi des sports, ce qui devrait conduire aux élections à la FECAFOOT et au-delà, permettre une meilleure organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Il faudra convaincre l'équipe de la 3e mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Elle sera au Cameroun en août prochain et les dossiers sécurité et chantier doivent avoir de bons avocats, indique Regard Croisé. Bon dimanche et à dimanche. Merci Bran Kamga.
28 dossiers de candidature. Ghislain Pierre-Essouno l'a indiqué au sommaire de cette émission, des candidats à la candidature dont déposés à Elekam jusqu'à jeudi dernier. C'était la date butoir de dépôt des dossiers pour la présidentielle du 7 octobre 2018. Je commence par vous, Alex Gustave Azébazé. 28, c'est trop peu, c'est pas assez, c'est normal, ce nombre de candidatures? Je ne pense pas qu'il faut voir les choses comme ça, trop peu ou pas assez. Assez, oui. Non. Je pense qu'il y a des intentions de candidature qui ont été exprimées, comme dans un système crypto-pluraliste, c'est-à-dire qu'officiellement on est pluraliste. Et donc, le moment le plus important, le plus difficile, ce n'est pas de déposer une candidature, c'est qu'elle puisse passer le filtre des conditionnalités institutionnelles et constitutionnelles prévues. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on saura qui est qui dans cette expression des intentions de candidature. Mais si vous le permettez, on peut remarquer quand même que ceux qui avaient pensé que l'institution d'une caution importante, je ne dis pas exorbitante, de 30 millions, 30 millions de francs CFA, refrénerait les ardeurs ou les ardeurs de responsables politiques qui ont une existence institutionnelle absolument ridicule ou dérisoire. Nous attendons de voir quand l'analyse ou l'examen de ces candidatures par Elekam déjà, et ensuite par le Conseil constitutionnel en cas de contentieux électoral, nous indiquera qui a pu se présenter en payant une constitution, y compris pour des gens dont on ne connaît pas leur représentation nationale, dont on ne connaît pas l'importance de leur parti politique, dont on ne connaît pas leur background économique, social et politique, pour pouvoir se dire qu'ils aient pu réunir par leur travail des ressources qui leur permettent de payer une caution à 30 millions. Docteur Louison Issomba, il y a 2 femmes en course selon la première estimation faite par la presse. Abiba Issa de l'UPC, Geneviève Vezé du Parti Sans Frontières qui compétit en indépendante selon les premières informations de la presse. En 2011, il y en avait aussi 2 finalement en compétition. Pourquoi beaucoup de femmes à la base des partis politiques et très peu à une compétition qui est considérée comme la Coupe du Monde de football en politique? Cela veut tout simplement dire que aujourd'hui les femmes plus que jamais s'intéressent à la chose politique. Moi je ne vois pas ça sous cet angle. Vous voyez, la femme au départ n'était pas prévue pour de telles missions. On savait que on la réservait pour accoucher, pour s'occuper de la maison, et bien d'autres pour s'occuper du mari et faire des enfants. Mais aujourd'hui, cette logique sociologique a changé, c'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, les femmes peuvent, comme on voit dans le cas d'espèce, aujourd'hui briguer, chercher, se mettre à la course vers le palais pour justement présider à la magistrature suprême. Donc moi, je pense pour ma part que c'est une très bonne chose que les femmes s'intéressent davantage à la chose politique. Et ce que moi je voulais dire, pour répondre peut-être à la question que vous avez posée au doyen Azébazé tout à l'heure, sur la question de 28 candidatures qui sont désormais enregistrées, ce foisonnement illustre d'ailleurs d'une part la dynamique démocratique au Cameroun et aussi démontre à suffisance que l'institution présidentielle exerce les missions les plus lourdes, les plus importantes, et que l'institution présidentielle reste une institution prestigieuse, d'où la course vers le palais de Toudi. Et on peut relever, comme le disait aussi le doyen tout à l'heure, au final, avec 28 candidatures qui sont déposées, nous pensons que le Conseil électoral nous permettra, à travers le filtre, à travers un tampon, de retenir les véritables candidats qui auraient strictement respecté la légalité. Merci. Thierry Diffen, dans la liste, il y a des noms connus, on l'a bien vu, des personnes qui animent le landerneau politique camerounais depuis un certain nombre d'années, mais aussi ce qu'on va appeler des no-names. Qu'est-ce que cela représente d'être candidat à la présidentielle pour un politique? En réalité, dans un système qui fonctionnerait normalement, évidemment, l'élection présidentielle serait un rendez-vous important, dans la mesure où c'est, disons, le mécanisme le plus important de dévolution de pouvoir, qui permet aux citoyens effectivement de choisir leur mandant pour 7 ans, dans le cadre de notre système. Mais malheureusement, nous sommes, comme on le sait depuis, dans un système où le jeu électoral n'est pas équitable. Et du coup, ce foisonnement de candidatures ou bien cette actualité concernant l'élection présidentielle nous apparaît un peu comme une diversion. C'est une farce, puisque en réalité, il n'y a pas d'élection. Nous dépensons
beaucoup de milliards pour rien. Pourtant, nous savons très bien qu'au final, au soir du 7 octobre, on va vous dire que M. Biya a gagné parce qu'en réalité, l'élection n'est pas transparente, l'élection n'est pas équitable, l'élection n'est pas démocratique. Donc pour nous, il est question de sortir de l'agenda de M. Biya parce qu'en réalité, l'élection, c'est son agenda et que les Camerounais s'organisent pour imposer leurs aspirations, notamment à travers l'organisation d'une transition politique. Parce que nous sommes dans un système bloqué. On parle d'élection, mais on ne nous dit pas comment l'élection va se passer dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comment les 30 000 réfugiés qui sont au Nigeria vont voter. Sont-ils des Camerounais? Ne le sont-ils pas? Les déplacés internes dans l'extrême nord, dans l'est, dans la Damawa et dans le nord, comment est-ce qu'ils vont prendre part au vote? Vous comprenez très bien que on a fait ça pour tenir l'agenda parce qu'il fallait organiser l'élection, mais en réalité, le Cameroun est à la croisée des chemins et la priorité maintenant pour notre pays qui est en train de se casser malheureusement n'était pas d'organiser une élection, mais plutôt de saisir l'opportunité de ces crises diverses pour refonder, pour repenser notre pays afin de doter ce pays-là des institutions véritables qui sont l'émanation de la volonté des Camerounais. Maître Jean de Dieu Momo, merci, bienvenue sur ce plateau. Vous nous avez rejoint finalement, vous nous prenez en cours sur ces dépôts de candidature à la présidentielle et tout de suite je vais constater avec vous qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne figurent pas dans la liste des premiers candidats, notamment Hilaire Kamga, Bernard Djonga, Edith Kawala, Anissé Kane, et même vous, puisque vous étiez candidat en 2011. Pourquoi vous avez décidé de ne plus compétir? Nous avons tiré les leçons du passé. Bonjour Madame Yemedon, Carole, bonjour à mes copanélistes, professeurs, Zébazé, etc. Donc, Thierry, mon ami Difen. Moi je veux Monsieur Azibazé. Montenjoaka, si je préfère. Montenjoaka. Voilà une précision. Voilà, que vous ne connaissez pas. C'est un notable. Et moi, je ne saurais même pas l'appeler moi. Donc, bon, gagnons du temps. Oui, vous avez raison. Oui, nous ne sommes pas candidats parce que nous avons tiré les leçons du passé. Nous sommes un entrepreneur politique. Nous dirigeons un parti politique avec des militants dans l'intérêt de ces militants-là. Dans notre intérêt. Nous avons tiré les leçons du passé. Nous avons été candidats en 2011. Nous avons perdu. Nous espérions gagner. Nous n'avons même pas eu 1%. On n'a pas cru en nous. Ce que nous avons, le produit, notre produit politique que nous vendions n'a pas été acheté. Nous avons également été candidats en 2013. Pour les législatives, et municipales. Oui. Nous espérions gagner au moins une mairie. Nous avons été vigoureusement combattus. Nos militants se sont déployés à l'ouest, dans le littoral et partout. Et nous avons été laminés, y compris dans mon propre village, à Bafou, dans le Koni. Nous n'avons même pas eu un seul conseiller municipal. Mais à Douala 5e, nous avons affronté le RDPC, à Douala 5e de Mme Foning. Nous avons pu obtenir seulement 2 conseillers municipaux. Oui. En démocratie, on dit que quand la majorité l'emporte, la minorité doit s'incliner. Mais chez les Bamileke, on dit que si quelqu'un te dépasse, il faut prendre son sac. Il faut porter son sac. Il faut porter son sac. Oui. Nous avons donc estimé que si nous allons à l'élection de 2018, notre score ne sera pas meilleur que celui de 2011. D'accord. Nous n'allons pas gagner. C'est clair, c'est net et d'après les statistiques. C'est un raisonnement mathématique, c'est un raisonnement statistique, c'est un raisonnement scientifique de sciences politiques. J'ai un enseignant de sciences politiques. Merci. Qui démontre que Paul Biya est parti gagnant. Il n'a pas demandé à ce que nous le soutenions. Je voudrais qu'on en vienne, pardon. Restons d'abord sur les raisons pour lesquelles les uns et les autres n'ont pas compéti. Le CPP évoque les raisons sécuritaires. Alès Gustave Azébazé, Hilaire Kamga a milité pour un candidat du consensus et après avoir discuté, on l'a suivi le long de cette année avec certains leaders de partis politiques, il en est arrivé à ce que chacun voulait concourir de son côté et le résultat est que, faute de masse critique électorale
national, comme on l'appelle du côté de l'OFO Orange, Hilaire Kamga n'ira pas aux élections. Est-ce que vous comprenez ce positionnement? Je ne sais pas si les deux sont liés. Je ne sais pas si Hilaire Kamga recherchait ou travaillait à l'émergence d'une candidature consensuelle majoritaire des forces du changement pour en être le candidat, ou il travaillait pour que justement les forces et les personnalités qui constituent ce giron-là puissent dégager cette candidature. J'ai discuté avec lui, c'est un des points sur lesquels lui et moi on était assez d'accord. 21 plus 1 qui faisait 22, 1 pour la solution 21 plus 1. 21 comme étant la structure qui dirigerait, qui construirait le gouvernement de transition qu'on mettra en place. Moi, l'un des points d'accord, par contre, que j'ai avec lui, c'est de considérer que il est difficile dans la configuration institutionnelle actuelle de déterminer avant les validations de candidature ce candidat-là. Parce que qu'est-ce qui si vous choisissez l'option électorale, ce qui n'est pas le cas de Stand Up for Cameroun, avec CCP et autres, si vous choisissez comment je vais dire, l'option, la stratégie, si vous choisissez l'élection comme mode de changement ou de dévolution de pouvoir dans le pays, qu'est-ce qui vous garantit avec la structure institutionnelle actuelle que le 1 que vous aurez choisi et sur lequel vous aurez capitalisé l'ensemble des ressources sera celui validé par les institutions qui sont en place. C'est-à-dire, elle est quand même éventuellement le conseil donc ne pas courir le risque d'investir une personne qui soit finalement rejetée par les institutions organisatrices de l'élection. Par exemple, moi j'infime que il est bon que les gens se déclarent d'abord, comme ils l'ont fait, et qu'au lendemain de la validation des candidatures, dès l'instant où il n'y a plus de barrières institutionnelles, que ces gens-là s'asseyent maintenant, ceux qui auront été validés par l'administration, malheureusement, parce que personne ne s'auto-valide dans une élection dans un cadre donné. À ce moment-là, ils peuvent s'asseoir et définir un programme minimum commun, désigner le candidat qui leur semble le mieux fédérer les aspirations, mais aussi les enjeux du moment. C'est bien compris. Pour porter cette ambition-là, comme ça a eu lieu en 1991. C'est bien compris. Voilà un tout ce que Docteur Louison Isomba, Bernard Djonga, lui, il explique que la scène politique ne laisse pas beaucoup de place au débat d'idées. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il estime, malgré le fait qu'il avait reçu l'accord de fait d'un certain nombre de partis politiques, de l'accompagner dans une... je ne sais pas quel le terme qu'il fallait donner à cette association, mais que faute de débat d'idées, lui, il estimait qu'il fallait remettre sa compétition à plus tard. Est-ce que vous comprenez également ce positionnement? Moi, je pense que ce n'est pas une question de débat d'idées en commun de projet politique qui fait défaut, mais c'est plutôt une question, comment dire, de personnalité par rapport à la formation des partis politiques, c'est-à-dire des leaders qui peuvent porter des projets politiques. Moi, je pense que c'est ça. Lui-même, il a été pendant longtemps, on l'a vu, Abel Zonga est parti du RDPC. Bernard Djonga. Du CRAC. Du CRAC, voilà. Il a écumé un certain nombre de partis avant de décider lui-même d'aller en cavalier seul. Je pense que c'est dans cette logique qu'il faut inscrire sa démarche. Donc, il est difficile de croire que tout repose sur les idées. Non, il faut mûrement construire des projets, les maturer et les proposer à l'endroit du peuple pour appréciation. Juste une petite précision, Bernard Djonga a été juste porteur de la du CRAC, exactement, du CRAC. Je formule mes excuses. Alors maintenant pour... J'ai une explication simple. Oui, maintenant, oui. Voyez-vous, les partis qui vont concourir, c'est les partis qui investissent. Oui. Et pour être investi, il faut que le parti ait des conseillers municipaux ou un élu. Oui. C'est le cas de CPP, c'est le cas du PADEC, c'est le cas de... Ça, c'est ce que la loi exige, oui. Voilà. Donc, vous avez 27 candidats, ou 28. Mais en réalité, il y a déjà 3 partis qui ne partent pas, le CPP, le PADEC et semble-t-il. Donc, les partis qui peuvent investir, il n'y en a plus que 19. Et donc, les autres candidats, là, ils seront rejetés. Mais il y a aussi la candidature indépendante. Oui, il y a 6 candidatures indépendantes. La possibilité même que la loi donne aux candidatures indépendantes. Je suis d'accord, il y a 6, mais quand vous comptez, il y a au moins quelques-uns qui ne seront pas là parce que, ils n'ont pas payé les 30 millions, j'en connais, et il y a d'autres qui ne sont pas investis par les partis. Je le dis parce que nous avons été sollicités
par au moins 5 candidats, Oui. comme nous ne voulions pas partir, pour que nous puissions les investir. D'accord. Merci. Alors, est-ce que je peux compléter quand même quelque chose sur ce que venez de dire? Il me semble, et il est important de le mentionner, parce que j'entends un discours ambiant qui dit parce que l'opposition ne présente pas de candidat unique, elle n'a aucune chance de gagner une élection. Oui. Non. Moi, j'estime que... regardez, j'ai l'impression que les gens connaissent très peu la société camerounaise et même les dynamiques politiques camerounaises qui sont développées depuis le retour officiel au multipartisme. Oui. Nous avons presque 300 écuries appelées partis politiques au Cameroun. Mais au moins 280 des 300. Monsieur Maître Momo vient de parler de partis représentés au sein des institutions. 28 ou 29 oui. 22. Ce n'est même pas parce qu'on aurait eu un conseil municipal ou deux qu'on serait un parti représentatif. Je suis désolé. On n'est pas un parti représentatif parce qu'on a un conseiller dans une institution. Ce n'est pas parce que la loi autorise qu'un parti qui a un conseiller puisse présenter un candidat même à une élection présidentielle. C'est pourquoi donc... Ce que j'infime, c'est de dire que l'élection présidentielle, c'est d'abord une histoire de personnalité. Si une personnalité avec un bargaining, un passé, une évolution, une expérience, montre suffisamment qu'il l'en veut. Mais pourquoi est-ce qu'on doit lui faire reproche de ne pas s'acoquiner avec des gens qui parfois, souvent, sont, comme on le voit avec les positionnements qu'on a en ce moment, sont des sous-traitants du parti au pouvoir, ou bien, à défaut d'être les sous-traitants du parti au pouvoir, qui chaque fois retombent toujours vers le côté où ils pensent qu'il y a un peu plus à manger qu'ailleurs. Comment on fait? Donc il ne faut pas enlever à ceux qui ont véritablement la mission de porter une alternative ou de favoriser l'alternance pacifique dans ce pays. Il ne faut pas leur faire grief de ne pas se soumettre au diktat de ce qu'on appelle la candidature unique au Cameroun. Parce qu'il n'y aura jamais de candidature unique au Cameroun. Même aux États-Unis, il n'y en a pas. Les États-Unis, c'est un pays c'est tout à fait clair. de bipolarisation avancée, parce qu'il y a deux grands partis qui s'appellent et institutionnalisés comme tels, qui s'équilibrent un petit peu dans les institutions. On n'a pas cela ici. C'est bien compris. Voilà. Alors, Thierry Diffin, justement, dans la nouvelle expression de vendredi dernier, le père Ludovic Lado invite l'opposition à ne pas participer carrément à cette élection. Quelle est la force du boycott dans un pareil processus électoral? Puisque vous n'y allez pas déjà. On a boycotté par le passé, hein, en 1997. En réalité, ce que nous prenons, ce n'est pas le boycott, c'est une alternative. Si vous voulez, c'est un boycott actif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire aux Camerounais, restez chez vous, ne faites rien, et puis le bon Dieu viendra nous sauver. Non. Il s'agit de dire aux Camerounais qu'ensemble, nous pouvons travailler pour créer une autre voie. Parce qu'en réalité, l'élection n'est pas la seule forme de participation politique. La Constitution du Cameroun permet aux citoyens camerounais d'user d'autres moyens, d'user d'autres formes de participation pour faire entendre leur voix, pour faire entendre leur courroux lorsque le système tel qu'institutionnalisé est bloqué. Donc nous disons que nous devons travailler pour l'avènement d'une transition politique. Quel est le contenu que nous voulons donner à cette transition politique? Il s'agit de mettre en place deux institutions précises, notamment un gouvernement de transition constitué de personnalités non partisanes, mais reconnues pour leur expertise et leurs compétences, leur intégrité, d'une part, et d'autre part, une assemblée qui serait une sorte de contre-pouvoir, constituée donc cette fois-là des partis politiques actifs sur la scène, représentés dans les institutions, notamment des OSC, dont des organisations de la société civile, qui ont pignon sur rue, et des leaders d'opinion qui sont connus et reconnus. Mais pourquoi vous ne soumettez pas cette proposition au vote des militants, enfin des sympathisants, des Camerounais? Pourquoi? Je suis en train de vous expliquer que l'élection telle qu'elle est organisée, nous avons participé aux élections en 2011 et 2013. Et un peu avant, il y a d'autres personnes ici qui ont déjà participé aux élections. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. C'est une farce organisée, je vous dis. J'étais candidat à Bonabéry en 2013. Et il y avait 20 bureaux de vote non ouverts dans ma circonscription. Mais à la commission communale, nous avons reçu les 20 PV de 500 votants par bureau de vote, donc environ 10 000 voix. Et le RDP avait gagné avec 24 000 voix. Donc ils avaient en réalité 14 000 voix. Et il y avait 500 personnes par bureau de vote, 20 bureaux de vote non ouverts.
constatés par voie d'huissier le jour du vote, et on nous a imposé ces résultats. Donc il n'y a pas d'élection et nous devons envisager d'autres alternatives. Et ce gouvernement de transition aura donc pour mission de réécrire la Constitution, le code électoral qu'on proposerait au référendum pour qu'enfin les Camerounais se dotent eux-mêmes des instruments fondamentaux pour l'organisation des institutions de notre pays, ce qui n'a jamais été le cas depuis 1960. Merci. Docteur Luzon Nsomba, est-ce que c'est pas trop dire que de dire qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun parce qu'on soit du bord du parti au pouvoir ou alors de l'opposition, il y a des scores qui sont faits, il y a même des mairies qui sont contrôlées par des partis d'opposition. Est-ce que c'est pas trop dire? Peut-être on peut contester le processus, mais le rejeter tout simplement? Non, il faut dire simplement que quand on parle de démocratie, on sait que l'un des piliers de la démocratie, c'est l'élection, c'est l'alternance, c'est le respect de la dignité humaine et bien d'autres. Mais au Cameroun, on se rend donc véritablement compte qu'il y a des élections qui sont âprement disputées. C'est vrai par exemple que quand nous prenons aujourd'hui les divers partis politiques contre le parti en place, il serait bien difficile pour ces partis d'opposition, si ils y vont en rang dispersé, de pouvoir renverser le pouvoir en place, tout simplement parce que les raisons peuvent se justifier sur le plan normatif et structurel. Parce que quand nous prenons par exemple le code électoral, on vous dit, en cas d'égalité de voix, le gagnant, c'est celui qui sera considéré comme le plus vieux. Donc je prends un exemple, entre Kabalidé et l'autre, il y aura égalité de voix, on vous dit, c'est le vieux qui l'emporte. Et quand nous regardons aujourd'hui la structuration même du conseil électoral, de Election Cameroun, sa composition, nous prenons le conseil constitutionnel, ça fait problème, parce que vous voyez, un conseil constitutionnel, je vais le dire, qui est totalement acquis à la faveur du président, qui les nomme tous. C'est difficile. Mais est-ce que le fait d'être nommé par le président veut dire qu'on est acquis à... Oui, écoutez, Carole, est-ce qu'ils vont... C'est bien les institutions républicaines qui doivent être nommées par quelqu'un. Carole, ils ne vont pas tuer le devoir d'ingratitude. Ça, je le pense et je le dis fermement. C'est la raison pour laquelle on avait proposé qu'au sein du Conseil constitutionnel, que tous les membres soient élus et non nommés, parce que la nomination crée une hiérarchie, crée une, répondre des actes que vous posez par rapport à celui qui vous a nommé. Merci. Et on peut encore aller plus loin. Je voulais préciser qu'on peut même nommer des gens dans les institutions, mais on peut donner les garanties en termes d'indépendance de ces personnes-là à ces personnalités, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. Merci. Alors, si on a donc examiné tout à l'heure les positionnements de Bernard Ndjonga, Hilaire Kamga et autres qui ont dit qu'ils n'iront pas aux élections, mais qui n'ont pas encore appelé à voter pour quelqu'un, une vingtaine de partis politiques réunis à Yaoundé la semaine qui s'achève a appelé à soutenir la candidature du président Paul Biya, parmi lesquels vous, Maître Momo. Vous avez compéti hier contre M. Biya, aujourd'hui vous appelez à le soutenir. Oui. Vous avez pourfendé le pouvoir de M. Biya hier. Aujourd'hui, vous estimez que c'est le meilleur qu'il faut pérenniser. Absolument. Pas pérenniser. Puisque vous appelez à le voter. Il n'y a absolument rien de périn dans cela. Nous avons appelé à voter pour M. Paul Biya. Et c'est évident parce que nous avons constaté que, comme je vous l'ai dit précédemment, que nous ne pouvons pas gagner. Monsieur Paul Biya ne nous a pas demandé de soutenir sa candidature. D'accord. Spontanément, donc, et subséquemment, il ne nous a pas payé pour soutenir sa candidature. Ça, c'est pour répondre à des villageois qui sont au quartier, qui ne connaissent pas la politique et qui pensent que Momo est parti à Yaoundé prendre de l'argent, donne ma part. Non, Paul Biya n'a pas besoin de nous pour gagner. Et que ces gens qui ne connaissent pas la politique sachent que la politique, ce n'est pas toujours une affaire d'argent. C'est aussi une affaire d'argent, mais le calcul politique, ce n'est pas une affaire d'argent, c'est parfois une question de pouvoir. Qu'est-ce que vous calculez? Non, alors, je vais vous dire, vous savez, moi je parle, je suis des leaders politiques, celui qui ne cache pas, qui ne masque pas, qui dit comme il pense. Nous avons pris une décision souveraine de notre parti, dans l'intérêt de notre parti, dans l'intérêt de nos militants. Nous nous sommes dit un calcul simple. Après avoir refusé de faire partie d'investir les candidats de l'opposition, et au constat que nous ne pouvions pas unir l'opposition, puisque nous avons déjà dit, et Gustave Azévazé vient de le confirmer, que
faut pas rêver de la candidature unique. Ça ne peut pas se passer. Donc, M. Paul Biya partant vainqueur à plus de 70%, voire 80%, ça n'a pas d'intérêt pour nous de participer à cette élection pour faire plaisir au peuple ou pour aller en campagne pour rien. Donc, dans l'intérêt de notre peuple, dans l'intérêt de nos militants, nous préférons soutenir sa candidature, bien qu'il ne nous a pas demandé de le faire. Nous préférons l'accompagner pour que, il règle les questions sécuritaires qui existent dans le nord, le sud-ouest et le nord-ouest. Oui. Nous sommes à un virage de la République, le moment pratiquement de la succession. Paul Biya a 86 ans. C'est son dernier mandat d'une manière ou d'une autre. Comme on l'a dit en 2011. Non, oui, comme on l'a dit en 2011. Peut-être on l'a dit en 2011, mais je suis candidat. Même en 1997, on l'avait dit. Pardon, laissez-moi aller au terme de notre raisonnement. Permettez qu'il termine. Notre raisonnement on va revenir ne se réfère pas aux élucubrations de 2011. Nous avons un raisonnement froid. L'âge de l'homme, 86 ans, et s'il a 7 ans de plus, il sera dans les 92 ans. D'accord. Donc il sera fatigué. Il sera, je veux dire, physiquement. D'accord. Donc, nous pouvons avoir tort dans ce raisonnement. Nous ne sommes pas Dieu. Mais c'est votre choix. C'est notre choix. Exactement. À ce moment-là, comme il a dit dans le document de stratégie, pour la croissance, que il faut calculer que les années de 2024, la vieille génération va céder la place à la nouvelle génération pour conduire le Cameroun à l'émergence en 2035. Cela signifie que qu'il va organiser à peu près son gouvernement de transition. D'accord. À la fin de cet exercice. D'accord. Et donc, notre calcul politique, c'est que nous ne devons pas rester dans la brousse. Nous devons sortir du maquis et nous rapprocher du pouvoir. D'accord. Pour que quand on organise la succession, quand on appelle les enfants de la succession dans la cour successorale, nous soyons dans les rangs. Parce qu'on ne va pas chercher le successeur dans la brousse. Motenjo a cassé le successeur de son père. On ne va pas chercher le successeur dans la brousse. On cherche le successeur dans la maison successorale. Nous voulons entrer dans la maison successorale. Pour que quand Paul Biya, nous sommes très nombreux, mais nous ne serons pas tous successeurs. Il y aura le successeur, il y aura le Djeti, il y aura le Saa, il y aura le Wamba. Il y a une déclinaison. Il y aura un premier ministre, il y aura oui. Et même si nous n'avons rien, nous sommes quand même les organisateurs de la transition. C'est bien compris. C'est-à-dire de l'émergence en 2035. C'est bien compris. Ce n'est pas en forêt, ce n'est pas en brousse qu'on va choisir. Vous avez compris. Alors, Alex Gustave Azébazé, première réaction depuis donc cette déclaration dite du G20, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle désormais, le G20. Vous êtes le leader du G20. Les commentaires nourris fustigent ce positionnement de ces leaders qui ont choisi d'appeler à la candidature, appeler à soutenir le président Paul Biya, alors qu'ils en étaient des adversaires hier. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait des recombinaisons politiques possibles à un moment comme à un autre d'une carrière, comme celle de Maître Jean de Dieu Momo? Je suis la seule gêne que j'ai avec ça, pour quelqu'un qui a analysé, étudié un peu la politique et l'histoire des institutions, c'est que Maître Momo vienne sur un plateau de vision dire Biya, c'est-à-dire le candidat Biya et son parti, qui a une structure, ne nous a contenté en rien. J'estime que si c'est vrai ce qu'il dit, c'est irresponsable. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Puisqu'il vous le dit. C'est vrai. Oui. Si c'est vrai, c'est irresponsable. D'accord. Les apparentements politiques se font sur la base des accords. C'est des accords de gouvernement, c'est des accords sur des programmes, c'est des accords. Et le RDPC en a de plateformes avec certains partis politiques bien connus au Cameroun. Non, s'il vous plaît. Pardon que je termine. Vous aurez la parole tout de suite pour non, maître. Non, qu'il aille. Laissez-le aller. Je voulais demander que ce n'est pas eux qui sont venus vers moi. Vous l'avez déjà dit, et justement, mais c'est tout ce qui fait problème. C'est pour ça que j'ai dit, si c'est vrai ce que vous dites, et je ne crois pas que ce soit vrai. Mais parce que si c'est vrai, ça veut dire que vous êtes... non, j'ai beaucoup de respect. Maître Momo dit qu'il y a eu une signature.
Il y a eu une signature. Vous avez dit ça, veut pas dire qu'on n'a pas signé. Non, nous avons signé un accord public, c'est-à-dire avec les partis, les 20. Nous n'avons rien signé avec le gouvernement. Ah d'accord. Nous n'avons rien signé avec le gouvernement. Oui. Nous les 20, nous avons entre nous signé un communiqué. Ça se comprend que très bien. Nous avons rendu public. Merci. Mais pas d'accord avec le RDPC. Nous ne sommes pas de la majorité présidentielle. Nous sommes un parti d'opposition. C'est bien compris. Merci, merci. Voilà. Vous aurez la parole tout à l'heure. Vous avez insisté, vous avez repris la parole pour ne pas du tout clarifier quoi que ce soit. Je le dis droit aux téléspectateurs, c'est vous l'homme politique, moi j'en suis pas. Voilà, en tout cas, même si je connais un peu comment est-ce que le marigot politique fonctionne chez nous. D'accord. Je dis, un homme politique respectable ne dit pas ou ne vient pas dire, moi je trouve que tel est bon, moi je vais le soutenir, sans accord. Parce que cela veut dire qu'au lendemain de cette affaire, vous prétendez que vous avez fait ça parce que demain vous serez dans la cour successorale. Mais qui vous y amènera, cher monsieur? Qui? Si vous n'êtes pas d'accord? Personne. J'infine donc que vous ne dites pas toute la vérité aux Camerounais. Et il faut dire toute la vérité aux Camerounais. Parce que sinon, je ne comprends pas comment un Camerounais qui était militant ou qui avait voté pour vous, irait voter pour le candidat Biya. En tout cas, moi, je connais des gens autour de moi qui ont voté pour vous. À moi la 5e, je ne suis pas sûr que s'ils discutent avec moi, je vais les encourager à vous suivre. Mais vous êtes du SDF. Merci. Pardon. Maintenant, vous me prêtez. Pardon. Vous me prêtez. Parce que les gens qui ne comprennent pas, c'est les gens du SDF. Non, merci, c'est compris. Restez dans votre chapelle politique. Moi, le a pris sa position et nos cadres sont d'accord et vous allez les voir. Et je vous informe qu'à 14h, je serai au soutien au meeting du RDPC à la place politique avec les cadres de mon parti à 14h. Qui vous ont donné mandat de prendre cette position. Alors, merci beaucoup. Je n'ai aucun compte à rendre aux militants du RDF. Merci, merci, c'est bien compris. Allez-vous d'aller faire campagne contre mes c'est un honneur que vous me faites demain. Parce que lui dit qu'il va aller dire à mes militants, vous n'avez rien à y voir. C'est un honneur que vous la dernière fois. Merci. Ne vous mêlez pas de mes affaires. Non, ne vous emportez pas. Gardez votre position. Ne vous emportez pas maintenant. Mais n'intervenez pas dans les affaires. C'est bien compris. Bien sûr. Je vais donner la parole à Thierry Dufresne. Je vais donner la parole à Thierry Dufresne. Pardon. S'il vous plaît. Pardon. Thierry Dufresne. Vous êtes qui pour me juger? Thierry Dufresne. Maintenant, vous venez de dire une chose qui me semble intéressante. Vous comprenez cette question de... Vous n'avez jamais milité s'il vous plaît. Vous ne faites pas... Calmez-vous, messieurs. Merci beaucoup. Thierry Dufresne, est-ce que vous comprenez cet appel d'un parti politique qui, comme Maître Momo le dit, a consulté ses militants et a choisi son positionnement dans un contexte électoral comme le nôtre? Sur le principe, ça se fait ou pas? Sur le principe, ça peut se faire. Sur le principe, il y a des alliances ou bien des coalitions de circonstances de nature électorale qui peuvent se nouer. Mais généralement, ces alliances ou ces coalitions ont des bases quand même logiques, voire idéologiques. Donc, mais maintenant, il y a quand même un mélange un peu de mauvais genre que nous observons, qui donne vraiment à s'interroger. Mais dans le fond, faire des analyses en ne tenant pas en compte le contexte électoral dans lequel on est, pour dire que parce que M. Biya est fort, on doit le rallier, c'est un peu faire preuve de mauvaise foi de mon point de vue, sans juger les gens qui ont décidé de rallier la candidature de M. Biya. Parce que, en réalité, il n'y a jamais eu d'élection crédible au Cameroun pour permettre de dégager une force politique. Rien ne dit que si on fait une élection démocratique et transparente au Cameroun, M. Biya gagnera. Donc, il faut tenir ça en compte et davantage comprendre que rien ne dit que la succession sera organisée telle que Maître Momo le dit. Parce que d'autres Camerounais, et je pense que c'est la grande majorité silencieuse, peut décider autrement ou décidera autrement. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Parce qu'il ne faut pas que la succession s'organise telle qu'il a décrit. Là, c'est que nous sommes très mal partis. Docteur Luison Essomba, pardon, je vous donnais la parole tout à l'heure. Je viens à vous tout à l'heure. Non, je viens à vous tout à l'heure. S'il vous plaît, Maître Momo, je viens à vous tout à l'heure. Docteur Luison Essomba,
on parle de la réelle politique, mais est-ce que ce type de soutien, qu'est-ce que ça vaut pour un président comme le président Paul Biya, d'avoir une vingtaine de partis politiques qui appellent à voter pour lui? Ça veut dire que le président ressent et constate qu'il bénéficie d'une large légitimité, même venant des partis de l'opposition. C'est ce que ça veut dire. Et moi, je voudrais, par rapport à Maître Momo, dire ceci, que nous avons vu Maître Momo, durant une vingtaine d'années, se battre en tant que leader de l'opposition. On a vu ses idées contre le pouvoir. C'est pourquoi, lorsqu'il transmute et qu'il se positionne comme celui qui doit accompagner le président de la République, on trouve ça un peu comme une trahison. Mais je dis, ça permet de comprendre que le jeu politique... Moi, je ne parle pas de trahison. Non, c'est pas vos propos. Non, c'est pas vos propos qui sont... Je vous reprécise. Non, il ne s'agit pas de vos propos. Pardon. Je dis tout simplement que la politique est un jeu. Oui. Et c'est un jeu où on peut y trouver des alliances. Donc, il est libre à chaque leader de parti de l'opposition de se rallier au parti au pouvoir à qui il veut. Voilà, moi je ne conteste pas cela, mais je dis simplement que de la personnalité de Maître Momo, par exemple, que les gens ont vu pendant longtemps se battre contre un régime, et on le voit se retourner la veste pour accompagner ce régime. C'est pourquoi je dis que ça peut prêter à confusion. Mais retenons tout simplement que la politique est un jeu où, sur la base des alliances, chacun peut y retrouver son intérêt. Maître Momo, vous n'êtes pas le premier à l'avoir fait. D'autres avant vous l'ont fait et aujourd'hui gouvernent avec le président Biya. Pourquoi est-ce que c'est votre ralliement qui suscite autant d'émotions? Bon, notre ralliement suscite sérieusement d'opposition. J'ai observé que je suis laminé, totalement laminé sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est un choix qui est quand même contestable? C'est un choix qui est tout à fait contesté. Oui. Et je comprends les gens, mes sympathisants, qui c'est que les gens vous aimez beaucoup, ils ne comprennent pas pourquoi je comprends que les gens parlent de trahison. Voilà. J'admets que ma position est difficile à comprendre, que je parte d'une extrême à l'autre. Ça dit un virage à 180 degrés. Exactement. Je suis d'accord, mais l'histoire jugera si moi j'ai fait ça de bonne foi, à mon âme et conscience, dans l'intérêt de mes compatriotes, dans l'intérêt de nos militants, parce que j'estime que M. Paul Biya étant vers la sortie, les compteurs seront remis probablement à zéro. Je peux me tromper. J'espère ne pas me tromper. Si les compteurs sont remis à zéro, comme Thierry Giffan le dit, sans passer par sa voix, c'est-à-dire la voie insurrectionnelle. Ce n'est pas ce qu'il a dit, c'est non, il n'a pas dit ça. Exactement. Oui, c'est moi qui le dis. C'est-à-dire sans passer par la voie insurrectionnelle. Je suis l'opposition. Et je sais qu'il y a ceux qui veulent la voie insurrectionnelle, la révolution par les armes. Ils sont nombreux. Moi, j'ai participé à beaucoup de groupes. Donc, je refuse de prendre les armes. Personne l'a dit. Je ne dis pas vous. Vous ne l'avez pas dit. Je parle de moi. Je suis dans d'autres groupes. Vous êtes dans mes groupes là. Je te dis que je suis même dans les groupes. Il y a les gens qui sont les maquisards. Donc, moi, je refuse de prendre les armes. Je pense que le moment est très délicat. Parce que nous sommes attaqués au nord par le Boko Haram. Au sud, comme je l'ai dit. Le moment est très délicat. Et le Cameroun peut virer à la déstabilisation comme la RCA. Et vous n'aurez plus rien. Et chacun va porter ses enfants pour fuir. Et chacun va fermer son commerce. Le moment est très délicat. Donc, il faut conforter le président Paul Biya. Il faut conforter le président Paul Biya à sa sortie, à consolider l'héritage qu'il a reçu. Et que nous espérons qu'il va nous transmettre dans un pays pacifié, dans un pays de paix. Merci. Mais le risque est grand. Merci. En ce moment, merci beaucoup. De devenir comme la Côte d'Ivoire ou la Libye. Merci. Alex Gustave Azébazé, les intentions sont louables sans entrer dans des jugements de valeur. Il reste quand même que le principe n'est peut-être pas bien compris ou alors bien suivi. Est-ce que les coalitions se font et se défont sur des bases qui ne tiennent qu'à ceux qui s'engagent là-dedans? Est-ce qu'il y a une formule classique pour une coalition où on appelle à voter pour les uns les autres? Mais Carole, c'est pour ça que tu comprends, et je crois que beaucoup de téléspectateurs, y compris les amis ouverts, ou les amis désormais ouverts de Maître Momo,
mon ami, mon frère, Maître Mo, il comprendrait mon incompréhension. Ce n'est pas, il est libre vraiment en tant que leader politique de faire alliance avec qui il veut. Exact. Mais je dis que je ne peux pas être sur un plateau de télévision. J'entends un leader politique, en plus, qui a fait sciences politiques, qui est juriste, dit non, moi je suis allé comme ça, je n'ai discuté avec personne, même pas avec un envoyé de BIA ou avec un envoyé du RDPC. Je dis que ça ne se fait pas. Ça veut dire que il va seul et que les gens avec qui il prétend aller il peut être floué à la fin, c'est ce que vous... Non, aucun engagement. C'est ce que vous courez. Et en politique, dès qu'on fonctionne comme cela, le risque est grand. C'est d'être floué à la fin ou de ne pas être compris par ceux vers qui on est allé. Mais à la fois, qu'il soit floué personnellement, ça ne me gêne pas. Oui. Mais qu'il y amène des gens qu'il appelle, ouais, dont certains ont, peut-être autant que lui ou par lui, sacrifié un certain nombre de choses. Moi, ça peut me gêner. Moi, je ne fais peut-être pas partie de ceux-là, même si, puisqu'il m'a donné une affiliation. Je ne refuse jamais une autre. Un type de l'UPCA dit ici sur ce plateau que j'étais de, je ne sais pas quoi, du Manidem. Oui. Un autre, lui, il dit que je suis du SDF. Bon, l'autre dira que je suis du CPP. Vraiment, voilà. C'est ça qui marque peut-être mon indépendance. Et ça, je suis heureux que chacun me donne une affiliation. Quand je finis de dire ça, je dis, cher frère, cher Momo, je ne suis pas du tout, tu ne m'as ni moi trahi, ni personne. Peut-être que tes militants, ils seront jugés, mais je constate que il est bon que dans la scène politique camerounaise, même pour nous journalistes, que les actes politiques soient cadrés sur des bases qu'on peut analyser. Moi, j'ai de la peine, j'aurais de la peine demain à écrire un article et dire, voici le substrat programmatique de ce que cet éminent juriste a fait à Yaoundé l'autre jour. Comment on le fait avec la plateforme UNDP, RDPC ou alors FFNC, RDPC? C'est tout. Peut-être je plaide pour ma chapelle. Merci. Et ma chapelle, c'est celle des journalistes. Merci Thierry Diffen. Sur la même question. Dire celle des journalistes, juste un mot. Monsieur Alex était rédacteur en chef du Messager. Oui. Je lui ai donné dernièrement un article sur l'alternance politique. Ouais. Hein, qu'il n'a pas publié. S'il avait publié cet article, il aurait compris de quoi je parle aujourd'hui. Merci. Merci pour la parenthèse. Thierry Diffen. Il aurait compris. Merci. Je l'ai informé en premier. Attendez. Sans le lui dire. La gestion, non. Je n'accepte pas qu'on vienne attaquer. Tu le sais quand même que je t'ai appelé pour t'envoyer. Je n'accepte pas qu'on attaque aussi frontalement. Non, c'est pas une attaque. Non, la gestion des tribunes dans un journal, contrairement à ce que vous pensez. Parce que... J'étais envoyé l'article. Non, je vous dis, la gestion des tribunes dans un journal fait partie de l'impérium de la direction de publication. Je sais. Et j'en assume. Je vous le dis, on les programme au fur et à mesure. D'accord, merci. La vôtre n'était pas la première et la seule. Ceux qui lisent le journal dont j'ai assumé la direction jusqu'à très récemment savent très bien que le Messager est le seul journal qui, dans chacune de ses éditions, accorde au moins une page de tribune libre. Merci Alex Justin, c'est bien compris. C'est bien compris. En réalité, pourquoi votre tribune devait être prioritaire? Non, je n'ai pas dit que tu as publié. J'ai dit comment tu as lu toi-même. Passons là-dessus. Ce n'est pas l'objet du débat, messieurs. Messieurs, je vous en prie. Si tu avais lu, tu aurais donc compris ma position. Messieurs, je vous en prie. Je n'ai pas à comprendre moi votre position. Messieurs, je vous en prie. Messieurs, je vous en prie. Messieurs, s'il vous plaît, je vous en prie. C'est désagréable de recevoir à la maison deux individus, deux personnes qui crient. Et il faut juste comprendre que des tribunes ont été envoyées, n'ont pas été diffusées, et que le Messager aurait fait un scoop que de diffuser la tribune de Maître Momo. Pour terminer, Thierry Diffen, je vais terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. On sort de ce thème en se disant qu'il faudra attendre la publication de la définitive de la liste des candidats après le contentieux préélectoral pour savoir qui va demander finalement les suffrages des électeurs camerounais. Ça veut dire qu'en réalité, l'exercice qu'on a vu et qui s'est achevé jeudi dernier à Yaoundé n'est que la première phase d'un processus qui peut être raccourci pour un certain nombre de personnes. Quels sont les critères qui peuvent stopper une candidature dans le cas d'espèce? Bien évidemment, il y a un dossier à constituer et les pièces sont prévues par le code électoral. Donc,
c'est vrai qu'on fait une fixation sur les 30 La caution, millions, oui. mais il faut dire que le certificat de cautionnement est une pièce comme une autre. Si vous avez payé les 30 millions et que vous n'avez pas un certificat de nationalité dans votre dossier, il sera écarté. Si votre casier judiciaire n'est pas normal, si vous avez déjà eu des peines privatives de liberté, voilà, vous serez écarté. Donc il y a plusieurs conditions d'inéligibilité qu'il faudra observer. Si vous n'êtes pas investi par un parti politique ou si vous n'avez pas les 300 signatures, si vous Pour êtes les candidatures indépendantes. de 30 personnalités par région, et ces personnalités-là sont bien connues. La qualité est bien connue. Les conseils municipaux, les membres des chambres consulaires, etc. Donc, disons qu'on a assisté un peu à une forme de théâtralisation. Il y a des gens qui ont fait ça pour leur propre plaisir, pour animer un peu la galerie. Mais c'est la raison pour laquelle nous disons au niveau du CPP que le peuple ne doit pas se laisser distraire par ce genre de cinéma. 2018 est un horizon dépassable. Le Cameroun ne va pas se terminer en 2018. Et ce n'est pas parce que M. Biya s'est entêté à organiser ces élections, malgré la situation chaotique dans laquelle le pays est, que nous devons dire que les carottes sont cuites. Non. Ben Ali avait été élu à 99%, ça n'a pas empêché que 3 mois plus tard, le peuple descende dans la rue pour le balayer. Même chose pour Moubarak. Blaise Compaoré était élu. Donc, la révolution n'est pas calmée, contrairement à ce que dit M. Momo. La révolution, elle est également démocratique. Et le peuple camerounais doit évidemment se mobiliser, se lever et descendre dans la rue, effectivement, parce que les institutions sont bloquées, puisque vous ne pouvez pas, votre bulletin de vote ne compte pas. Donc, on doit utiliser d'autres alternatives pour demander à ce régime de dégager et refaire le Cameroun qui nous cite. Maître Momo, le mot de fin, vous irez donc soutenir votre candidat. Et le mot de fin, c'est justement, précisément, le schéma de M. Thierry Dufin que nous ne voulons pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je ne me vois pas en train de porter mes enfants pour fuir dans la forêt. Je ne veux un pays de paix. Et moi, ce n'est pas parce que je veux m'asseoir à la présidence de la République que je vais demander qu'on chasse Paul Biya avec les armes, avec une révolution. Moi, j'ai longtemps été égaré. J'ai longtemps écouté ces égarements-là. Pendant 20 ans. Et maintenant, vous êtes revenu à la maison. Pendant 20 ans, j'ai milité pour ça. Il vient même d'arriver. C'est nous les premiers révolutionnaires. Maintenant, je vous dis, après 20 ans que ça suffit, le maquis. Je sors du maquis, je reviens à la légalité. Merci beaucoup. Je viens soutenir Paul Biya et qu'il gagne même à 99% pour bien faire sa succession. Et nous laisser le Cameroun pour que nous l'amenions à l'émergence. Merci beaucoup. On prend une transition. Et que je sois parmi, avec mes militants. On prend une transition et on revient tout de suite pour le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour de ce débat. C'est dimanche. À tout de suite. Le gouvernement choisit ses opposants, titre le quotidien Le Jour jeudi dernier. Une lettre du ministre de l'administration territoriale diffusée sur les réseaux sociaux et dans les journaux cette semaine avec un objet « Situation au sein de certains partis politiques » suscite donc l'indignation au sein des formations politiques. La lettre dit, je veux les donner en substance, faisant suite à la persistance de conflits internes au sein de certains partis politiques, j'ai l'honneur de vous faire connaître que seuls les leaders ci-après désignés sont habilités à représenter leurs formations politiques respectives. Il s'agit de Bapo Lipote Robert, secrétaire général de l'UPC, le Manidem Anissé Ekane, Cameroun People's Party Samuel Titafone et Dr Luison Essomba. Commençons par la forme de ce document administratif. Il s'agit d'une lettre adressée au gouverneur. Quelle est la valeur administrative de cette lettre? Une lettre tout simplement dans le principe considérée comme un moyen d'information. Dans le principe. Mais si la lettre contient des éléments faisant grief, c'est-à-dire qui peuvent causer un tort, la lettre cesse d'être un instrument d'information pour devenir un véritable acte administratif faisant grief. Donc c'est la raison pour laquelle cet acte du ministre de l'administration territoriale cesse donc d'être un acte d'information pour devenir un véritable acte administratif. Alex Gustave Azebasé, certains partis politiques comme l'UPC estiment que ce document ne saurait être au-dessus d'une autorisation d'organisation de congrès qui avait été délivrée par le MINAT en son temps et au thème duquel un bureau avait été élu, bureau aujourd'hui qui n'a plus le droit de prendre la parole au nom de ce parti. Est-ce que le ministère de l'administration territoriale se dédie dans les deux actes? C'est souvent dans le fonctionnement de notre administration, lorsqu'il y a des changement. Il y a des évolutions qui sont souvent
liées peut-être aux personnalités en charge des administrations gouvernementales diverses ou en question. Mais cela dit, quand j'ai lu le texte quand j'ai lu le texte qui a fuité, la lettre du ministre de l'Administration territoriale qui a fuité, qui désignait ou qui indiquait les personnels qui pour des organisations qui ont pignon sur rue, même s'ils ont pour chacune de ces 3 organisations là une représentation institutionnelle résiduelle, j'étais quand même un peu surpris de voir ça comme ça. Évidemment, on ne peut pas détacher cette lettre-là du contexte politique. Actuel, exact. Du contexte politique actuel, parce que je vois, et je viens d'apprendre, Maître Momo vient de m'apprendre qu'il est le leader du G20. Quelqu'un d'autre m'a dit... Dans lequel siège Robert Bappo-Lipote, secrétaire général de l'UPC, donc désigné par le MINAT. Bappo était aussi un peu à la manœuvre de ce groupe-là. Bon, peut-être ils s'entendront pour savoir exactement qui est le leader de ce groupe-là. Et quand j'ai fini de le dire, je constate que, et moi je fais de l'analyse politique, quand il y a un conflit, où il y a un conflit autour d'un cycle, le gouvernement, en tout cas l'actuel ministre de l'Administration territoriale, choisit ce qui dérange moins le gouvernement. Or, dans une société pluraliste, il n'est pas bon de ne choisir d'existence publique pour les organisations que celle qui arrange le pouvoir. Parce que à quoi risque-t-on d'aboutir? Si on va au bout de la logique du ministre, on pousse ceux qui ne sont pas d'accord avec la démarche du gouvernement ou les démarches du gouvernement à prendre le maquis. Et ce n'est pas bon. Le président Biya, qui est le chef de toute cette administration-là, a dit personne ne doit plus choisir le maquis pour exprimer ses opinions ou ses avis. Deuxièmement, je constate que toujours, dans ce ministère-là, il y a 7 ou 10 ans, une dizaine d'années, sur comment je l'ai dit, les différents internes dans un parti politique, un autre ministre avait, à l'occasion des élections, autorisé deux factions de l'UPC, chacune la légitimité dans ce parti-là à aller aux élections. À compétir, oui. Et c'est plus, moi, avec le recul, je pense que ce ministre était plus républicain que les autres. Parce qu'il a donné la possibilité aux citoyens d'arbitrer aux citoyens, aux militants, aux sympathisants de cette organisation-là, d'arbitrer ce conflit-là. Exactement. On ne peut pas, sans passer par la justice ou sans passer par le peuple souverain, décider de qui est leader d'un parti ou d'une organisation plutôt qu'une autre. Quelle est la situation au sein du CPP, dont vous êtes militant? Nous sommes sereins. Les organes de notre parti mis en place au congrès de 2014 sont et demeurent les seuls organes du CPP. Et ce que ce monsieur a rédigé là n'engage que lui. C'est bien, nous bien condamnons de la République et nous dénonçons fermement cet acte. Peu importe qu'il soit ministre de la République ou pas. C'est à ce titre qu'il a... Ça ne nous intéresse pas. Quand vous êtes ministre de la République et vous vous mettez en marge de la loi, vous voulez qu'il y ait respect. Ce n'est pas... Vous ne pouvez pas être membre d'un autre parti politique et venir désigner les représentants d'un autre parti. Mais les comptes rendus de la presse font état de ce que Samuel Tita avait déjà fait part en janvier de la suspension de Mme Kawala à la tête du CPP et d'un projet d'alliance avec le RDPC. Ça veut dire que il y avait des bicéphalismes qui se voyaient bien au sein du CPP. Encore pour une fois, les partis politiques sont organisés par une loi ici au Cameroun, la loi de 90. Une loi de 90. C'est clair. Et les partis politiques ont des textes qui régulent leur fonctionnement et des institutions internes qui régulent leur fonctionnement. Donc, à l'issue du dernier congrès du CPP, il y a un bureau qui a été élu. Le MINAT est au courant, puisque les résolutions lui avaient été transmises. Le CPP a tenu cette année plusieurs sessions de son conseil national. Les résolutions sont au MINAT. Donc, nous ne voyons pas comment, en dehors de ce cadre-là, un ministre, une personne, parce qu'il est ministre, va se lever et dire que désormais, moi je choisis que soit tel. S'il y a des persistances, comme il a dit, au sein d'un parti, internes, il y a des tribunaux compétents qui sont là pour arbitrer. Vous ne pouvez, ce n'est pas le ministre qui va venir choisir qui sera son interlocuteur dans le cadre d'un parti politique. Les militants de notre parti ont choisi des gens
Et une personne ne peut pas se substituer à la volonté de nos militants. Et donc nous condamnons fermement. C'est bien compris. Maître Momo, quelle est la relation entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques, si tant est que les partis politiques sont des associations privées? Voilà. Contrairement aux autres organisations, aux associations qui sont déclarées à la préfecture, le dossier de constitution des partis politiques est déposé au MINAT, chez le ministre de l'administration territoriale, qui reçoit et vous délivre un récépissé que vous avez créé un parti politique. D'accord. L'existence d'un parti politique, c'est ce que nous avons fait. Moi, j'ai expliqué à mon ami Thierry qu'il a tort de minimiser le pouvoir du ministre et de le traiter comme un individu quelconque. Le ministre est ici. J'ai vu M. Tita, puisque nous avons signé le truc ensemble. Je lui ai dit, on en a parlé. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux à Kawala? On en a parlé. Donc la vérité qu'il m'a dit, c'est que au MINAT, dans les registres du MINAT, le nom qui figure là-bas comme le représentant du CPP, c'est le nom de professeur Tita. Maintenant, il me dit qu'en 2014, Kawala a fait un congrès pour devenir présidente et changer les institutions, et changer les personnes. Ce qui est normal, ce qui est légitime. Et en même temps, lui, on l'a évincé. Ils ont exclu du parti. Ils ont exclu le fondateur du parti. En 2018. Suite à ces prises de position. Oui, je ne sais pas. Exactement. Il soutient le RDPC, exactement. Mais c'est contre la ligne du parti. Attends, j'y vais. Merci pour la précision. Allez-y. C'est contraire. Mais il se trouve que, semble-t-il, je ne sais pas, mais je prends exemple sur nous. Nous avons voulu changer notre nom, les patriotes. Nous avons fait un congrès. Nous avons déposé le dossier chez le gouverneur, comme cela se doit, puisqu'on dépose chez le gouverneur et c'est lui qui transmet. Il transmet au MINAT, oui. Bon, moi, j'ai pris une copie pour aller déposer à Yaoundé, au courrier. C'est arrivé chez le ministre, j'ai fait en 2 originaux, un chez le gouverneur et l'autre, moi, je suis parti déposer à Yaoundé, parce que je voulais que ça fasse vite. Mon dossier est monté vite chez le ministre, qui m'a répondu que il ne peut pas me changer de nom parce qu'il attend que le dossier la procédure normale soit suivie. Bon, maintenant, je ne sais pas si les Thierry ont fait exactement comme ça. Donc, je suis donc venu ici, chez le gouverneur, pour dire que mais ça fait 6 mois que j'ai déposé mon dossier. Vous vous asseyez sur mon dossier, comment? On a trouvé que mon dossier était dans un bureau chez le gouverneur avec un individu qui me demandait de venir pour qu'on traite mon dossier. Je dis, mais c'est urgent, les élections vont arriver. Donc, j'ai l'impression que... Il y a eu un amalgame là-dessus. Oui, ils n'ont pas suivi. Mais il m'a dit qu'ils ont le cachet de... Bon, comme moi, j'avais le cachet. Exactement. Mais il faut donc vérifier que le ministre vous délivre... Merci, tu as dit une précision. Il faut préciser que le ministre n'a pas à accepter ou à refuser les résolutions. Mais ça revient au rôle du ministre. Quel est le rôle du ministre vis-à-vis des partis politiques? Les partis politiques ont un devoir d'information de l'autorité administrative. Monsieur le ministre, nous vous informons que désormais, voilà notre bureau. Nous n'attendons pas qu'il nous délivre notre récépissé pour dire que j'accepte ou je refuse. Une fois que nous avons informé, une fois que nous avons informé l'administration des changements intervenus dans notre parti, il en prend acte. Et on ne peut pas venir nous opposer aujourd'hui pour dire qu'on attend que le ministre dise... Merci beaucoup. Que le dossier soit déjà chez le ministre. Alex Justin, je viens à vous, professeur. Je viens à vous, docteur, pardon. C'est compris, merci. N'entrons pas dans la procédure. Maître Momo, c'est bien compris, oui, c'est bien compris. Nous avons compris. Alex Justin, j'ai basé. Thierry, il y a quand même une chose. Quand je lis la lettre du ministre... et je pense qu'il a des conseillers juridiques autour de lui. Bien sûr. Il a allégué des, je sais pas quoi, des risques de tout. D'une persistance de conflits internes. Qui pourrait déboucher à la remise en cause de la paix ou bien quoi là. Sur ce chef-là, le MINAT, le ministre de l'administration territoriale au Cameroun, a compétence selon la loi pour le faire. Ah bon, cette compétence est souvent déléguée au préfet et au consort. Moi, ce que je dis, c'est que c'est des mauvaises lois qui existent dans ce pays
Mais comme moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les lois ont beau être mauvaises, il faut les appliquer. Il faut s'assurer qu'elles sont appliquées et les contester devant les instances où elles doivent être compétentes. Exactement. Moi, si j'étais membre du CPP, au conseil du CPP, je demanderais de déférer cette lettre ou bien cette décision du ministre devant le juge administratif. D'une part, on en vient, monsieur. D'autre part, et mener des actions politiques nécessaires pour obtenir le changement de la loi régissant les partis politiques. Merci beaucoup. Tant que cette loi-là est en vigueur, un ministre de l'administration territoriale dans ce pays peut se lever le matin. Merci. Ça c'est souvent. Manidem, par exemple, a obtenu des décisions, des décisions, y compris de la Cour suprême, que le ministre n'a jamais appliqué. On doit évoluer, je vous en prie. Je viens à vous, Thierry Diffon. Maître Momo, s'il vous plaît. Docteur Essomba, dans quel cadre est-ce que la loi prévoit l'intervention de l'État et s'entend le ministre de l'administration territoriale dans la vie des associations privées comme des partis politiques? Dans quel cadre? Carole, disons tout simplement qu'il faut expliquer clairement la sortie du ministre de l'administration territoriale sur deux volets. Le premier volet, c'est que les partis politiques sont considérés comme des associations privées. Le juge administratif le dit dans l'affaire Manidem contre l'État du Cameroun. Ça veut donc tout simplement dire que le ministre n'a pas raison de prendre un acte qui régule le fonctionnement interne des partis politiques qui ont leur statut et règlement. Exactement. Mais maintenant, sur la notion instrumentale et même instrumentalisée de l'ordre public, et le ministre de l'administration étant la tutelle des partis politiques au Cameroun et veillant au bon ordre, a donc tout intérêt à prendre cet acte pour éviter... Parce que le MINA veille à l'ordre public. En ce moment-là, il est considéré comme une autorité de police spéciale dans le cadre de réguler la paix et la sécurité au Cameroun, compte tenu justement du contexte sécuritaire qui est extrêmement tendu. Absolument. Alors, et comme vous voulez prendre les armes pour détruire le pays. Thierry Diffon. Ce qui concerne le volet judiciaire, évidemment que nous allons tirer toutes les conséquences de droit. Et quelles sont les voies de recours qui s'ouvrent à vous? Nous allons faire le contentieux administratif qui est suggéré ici, là. Et nous allons également engager la responsabilité individuelle de monsieur le ministre qui a signé cette lettre. Donc voilà, donc nous allons mener ces deux actions. Et ces actions sont déjà effectivement en cours. Maître Momo, les chances que cela prospère? Ils vont perdre. Mais non, j'imagine qu'ils sont dans les délais. Maître Momo est quand même avocat, donc c'est pour ça que je lui demande. Non, je dis parce qu'il dit qu'il va engager sa responsabilité personnelle. Je vous ai dit que montrez d'abord que votre dossier est parti de chez le gouverneur jusqu'à chez le ministre. Parce que vous voulez faire une précision là-dessus alors qu'il n'est même pas au courant. Je vous ai dit que la procédure, si vous allez déposer au courrier, si vous voulez déposer au courrier, on vous dit que déposez chez le gouverneur. D'accord. Le gouverneur... Vous avez déjà expliqué, Maître Momo. Donc vraiment, Docteur Luzon et son bal. Respectez d'abord la loi avant de demander que la loi vous soit appliquée. Quelles sont les voies qui s'ouvrent à des partis politiques comme cela? Je vous préviens seulement que si vous n'avez pas fait, vous devez... Maître Momo, c'est Docteur Luzon et son bal qui a la parole. Maître Momo, Maître Momo. Non, il me pose la question. Docteur Luzon et son bal. On le disait, je le disais tout à l'heure, une simple lettre fait grief. Le juge l'a également rappelé dans l'affaire association Le Tabernacle des Aigles. Mais la procédure des partis politiques va consister à ressaisir le ministre pour rester dans la phase administrative. Pour ne pas justement bondir devant le juge administratif. Saisissez le ministre, allez faire pour lui de prendre un acte de retrait, c'est-à-dire qu'il retire son acte. Et parce qu'en réalité, quand on regarde bien les faits, le ministre aurait agi sur des informations. Mais qu'est-ce qui vous anime? Dans les conseils publics. Merci. Il nous reste 5 minutes. S'il vous plaît, messieurs, 5 minutes. Maître Momo, il nous reste 5 minutes et je vous suggère toujours dans la vie des partis politiques de commenter cette actualité. La nouvelle expression qui nous apprend vendredi dernier que le MRC a saisi le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé pour déposer une plainte contre Kava Yegué Djibril, président de l'Assemblée nationale, et 4 ministres. Ils sont accusés de destruction, acte terroriste et apologie du terrorisme. Le président de l'Assemblée nationale et ses ministres avaient été vus sur des photos au cours desquelles des t-shirts, des pancartes et autres écharpes du MRC étaient brûlées. Je reste sur vous, docteur Luzon et Somba. C'est une pareille plainte qui peut prospérer? Moi, j'ai regardé les images sur les réseaux sociaux. Je dois pouvoir vous dire que je me suis senti indigné
parce qu'une haute personnalité de la carrue, même de la trempe du président de l'Assemblée nationale, qui est la troisième personnalité politique au Cameroun, ne pouvait pas se laisser aller par une telle indignité démocratique. Parce que il faut le dire ainsi, quand on voit un président d'une Assemblée nationale brûler les effigies d'un autre parti, vraiment c'est une inélégance politique. Je pense pour ma part que même le président Paul Biya de ce parti ne serait pas très fier de voir de telles images. Donc les actions engagées par le MSC sont des actions normales qui vont certainement aller jusqu'au bout. Alex Gustave Azebazé, cela pose peut-être le problème de cohabitation des partis politiques sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que pour affirmer son leadership, on peut user de tout finalement? Je ne vais pas revenir sur ce que bien sûr. le président vient de dire, mais il faut quand même noter que on a passé du temps à dire et à faire dire même aux journalistes comme nous. Je ne parle pas de moi à titre personnel, que l'extrême nord, il n'y a pas l'opposition là-bas, les partis politiques d'opposition n'existent pas. Le problème, c'est que ceux qui vendent ça à Yaoundé, c'est-à-dire les cabanes en question, ils sont embarrassés en ce moment que par le jeu de la campagne démocratique ou de la pré-campagne démocratique, les MRC et d'autres partis démontrent que l'extrême nord n'est pas un glaxis de qui que ce soit, a fortiori pas du parti au pouvoir à lui seul. Je dis ça sans être militant de qui que ce soit. Monsieur Momo dira que je suis militant du MRC. Mais bon. Il n'a pas changé de position. On va terminer, monsieur. Donc, voyez-vous, le président de l'Assemblée nationale, en tout cas cette personnalité, je ne vais pas parler comme monsieur Diffen en disant ce monsieur. Mais il se comporte en milicien de bas étage là. C'est-à-dire d'abord, il est un élu, quelles que soient les formes de son élection. Chef traditionnel. Il est chef traditionnel, et chez nous, les chefs traditionnels ne se mettent jamais dans la rue. Ils envoient peut-être même pas leurs notables, leurs agents, leurs bungourous, aller poser un certain nombre d'actes pour rappeler que c'est eux le chef ici là. Exactement. Mon chef ne peut pas m'envoyer, moi, Tinjoaka, aller agresser quelqu'un. Mais il peut, et nous l'accompagnons par d'autres moyens pour discipliner la communauté. Exact. Mais on ne va pas s'afficher pour faire des choses comme ça. Quand il a fait, il doit répondre des rigueurs de la loi. Parce que si la loi n'est pas appliquée en cette chose, et nous faisons partie de ceux qui promeuvent, dans le cadre d'organisations civiles avec lesquelles nous travaillons, des élections pacifiques. Et faire une telle chose en contexte électoral prépare des violences lors des élections. Merci ce qui n'est pas bon. Grand frère, je vous coupe pas. Il y a à Kribi, il y avait eu un contentieux de quelqu'un qui a brûlé l'effigie du président. Il a fait la prison. Voilà. Exactement. Président Paul Biya. On a terminé, oui, Thierry Diffen. Effectivement, le MS dans cette démarche. Mais je voudrais venir à vous par une question, parce qu'on le voit bien sur les antennes de télévision et même dans les journaux. De temps en temps, c'est X nombre de militants d'un parti qui sont déshabillés pour s'habiller à Y couleur de parti. Est-ce que ce n'est pas finalement un jeu dans lequel vous tous, les partis politiques, avez fini par tant que c'est fait pacifiquement, il n'y a aucun souci. Justement, non. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ici, il s'agit de destruction opérée des effigies et du matériel d'un parti politique. Et c'est une infraction punie par la loi. Si nous étions dans un pays sérieux, le MS n'aurait même pas eu besoin de déposer une plainte parce que ça s'est passé à le procureur se serait c'était un flagrant délit et le ministère public devait se saisir de cette affaire pour que la lumière soit faite. Donc, nous soutenons effectivement la démarche du MSC et nous appelons tous les citoyens camerounais à chaque fois que leurs droits sont bafoués par ces personnes qui se prévalent des autorités de l'État, de déposer des plaintes et de suivre, et nous allons les accompagner. Merci. Maître Momo, vous disiez que le président national du parti ne serait pas très fier de voir cela sur le terrain. Oui, ça c'est clair. D'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison que nous ne soutenons pas le RDPC, nous soutenons le candidat Paul Biya. D'accord. C'est-à-dire... Vous allez au meeting du RDPC qui a lieu demain. Oui, parce qu'il nous donne le plateau. Donc, pourquoi? Quel type de plateau, Maître Momo, pardon? Je suis d'abord. C'est pour ça que quoi? Le président Paul Biya a dit très clairement que le RDPC n'est pas le parti au pouvoir, c'est le parti proche du pouvoir. D'accord. C'est un parti proche du pouvoir. Donc vous êtes presque à même égalité aujourd'hui, vous aussi les patriotes. Non, je ne suis pas... Oui, vous êtes proche du président Paul Biya pour la cause électorale. S'il vous plaît, monsieur. Après la cause électorale, nous redevenons
Les opposants. C'est trop facile. Merci beaucoup. S'il ne fait pas ce que nous avons voulu. D'accord. Mais ce qui a été fait est quand même grave. D'accord. Il faut le condamner. Nous ne pouvons pas accepter cela dans une démocratie. On ne peut pas accepter, que ce soit Cavaillé et Djibril ou n'importe qui, on ne peut pas accepter que des gens brûlent les biens d'autrui. On est en démocratie apaisée d'ailleurs. Oui. D'accord. Et je pense qu'il y a un précédent dans cette affaire. Oui. Il y a une jurisprudence qui a déjà fait date. Oui. Et l'auteur de Tribu, oui. Je pense que les rigueurs de la loi devraient s'appliquer à tout le monde. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Les rendez-vous de Canal 2 International, juste après nous, c'est Djambo et vous verrez le nouveau décor de votre émission de divertissement du dimanche sur Canal 2 International. Ce soir, la reine poursuit sa ronde des programmes politiques avec en invité Serge Espoir Matomba, le candidat du PUR. On verra si son dossier sera validé par Elecam. En attendant, il sera donc face à Rodrigue Tongué et aux autres gladiateurs. À suivre le duel face à Jean-Baptiste Atemengue. C'est donc après le journal de 20h sur Canal 2 International. Moi, je vous dis merci et je vous dis au revoir. Merci, monsieur. Je prends mes vacances à partir d'aujourd'hui. J'espère vous retrouver avec beaucoup de plaisir dans les jours qui viennent. Bon dimanche et merci de rester sur Canal 2 International.